Bonjour à tous, merci. Alors je remercie les organisateurs, particulièrement le professeur Guillain, pour son invitation. J'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous. Alors comme vous le voyez, on m'a collé un titre, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai décidé du titre. Voilà, j'en suis pas responsable, mais du coup il oriente d'emblée mon topo, je suis partagée. À la fois, on ne peut pas trop décoller avec un titre comme ça, mais à la fois, ça m'a ravie parce que c'est envisager les choses d'une manière pratique. Et quand on fait partie et quand on s'est engagé dans les cellules d'urgence médico-psychologique depuis le début, comme je m'y suis engagée, c'est vrai que les aspects pratiques conditionnent complètement ces prises en charge avec tous leurs corollaires, même si vous verrez, ça donne sujet à penser. Et alors pour mettre tout de suite en dichotomie la parole et la pensée et l'agir, je vous envoie la photo que m'a envoyée mon équipe ce matin, alors que je leur ai envoyé la photo du dépliant du congrès en disant regardez quel beau programme, et ils m'ont répondu nous on travaille. Donc auquel quoi j'ai répondu qu'il n'était pas donné à tout le monde de réfléchir. Bon, je ne sais pas comment ils l'ont pris, je plaisante, mais pour vous dire voilà, qu'on travaille, c'est assez drôle parce qu'on a souvent, et là j'ai beaucoup apprécié, opposé ou réuni cette fonction motrice, l'agir et la pensée. En tout cas, j'espère que mon topo va pouvoir un peu réunir les deux tout en étant extrêmement pratique. Alors, pour situer le problème, les cellules d'urgence médico-psychologique maintenant sont un dispositif mature, et elles interviennent de façon... Alors ici, on est à Alençon. Alors en dehors du feu d'un atelier de dentelle ou, je ne sais pas, une cavalerie qui passerait rapidement et qui deviendrait incontrôlable, je ne sais pas s'il y a des risques majeurs liés à ce département. Mais en tout cas, sachez que de toute façon, les équipes d'Alençon, si jamais il se passait une catastrophe majeure, elles seraient par définition appelées aussi, puisque dès qu'il y a un événement de type situation sanitaire exceptionnelle, comme on dit maintenant, par définition, les CUMP nationales sont engagées de tous les coins du territoire. Et là, je vous donne des exemples où on a engagé de nombreuses CUMP, quand bien même elles n'étaient pas concernées, lors des attentats de Paris, AZF, les catastrophes en Outre-mer, et j'en passe. Alors pourquoi ça? Parce qu'il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'il y a un événement, les urgentistes sont là, ils agissent immédiatement, ils repartent, ils ont des blessés ou des décédés ou enfin des gens qui vont avoir un pronostic vital engagé et que, au bout d'un moment, leur intervention s'arrête en termes d'urgence préhospitalière. Nous, on va être là pendant un certain temps, puisque, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les besoins en matière de personnel, chaque fois que vous avez un blessé, un impliqué, a fortiori un décédé, vous multipliez par 10 le nombre de personnes à voir, avec les familles, l'entourage, etc., pour vous dire que ces catastrophes sont énormément consommatrices en matière de personnel. Donc on ne peut pas dire « je suis d'Alençon, je n'interviendrai pas en CUM parce que le risque est faible ». Pas du tout. Vous pouvez tout à fait être appelé dans les catastrophes à dimension macro-sociale du fait des besoins qui vont devenir à ce moment-là extrêmement importants. Là, il y a d'autres événements, c'est notre cadre d'intervention qui va être des événements où les CUM sont beaucoup plus sollicités, moins médiatisés, mais qui sont des attaques de banque, des catastrophes, enfin des accidents de car impliquant de nombreuses victimes, des incendies. Je vous parle de la dernière intervention qu'on a faite dans ma région, c'est l'incendie de Vaux-en-Velin. Où voilà, on était impliqués, des accidents du travail. Et là, ça a une dimension, c'est vrai, plus locale, parce qu'en général, on la gère in situ. On n'appelle pas des renforts départementaux ou des renforts zonaux, d'autant plus. Alors,
je me remets sur ma mince, on me demande de partir avec la CUM, que vais-je donc bien pouvoir faire? Alors, il y a quand même quelques préalables. Hein. C'est qu'on n'a plus le droit de dire, je vois Thierry là, et je pense qu'il ne me contredira pas, hein, puisqu'il est dans cette aventure depuis le début, on ne peut plus dire aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que vous intervenez. Hein, voilà, dans quel cas, nous faudrait qu'on comprenne. On a beaucoup dit ça longtemps. Là, maintenant, c'est clair, il y a des référentiels. Ils sont ceux de la Société française de médecine d'urgence. Je vous les renvoie. Évidemment, la CUMP étant un dispositif français, c'est des recommandations par consensus formalisé. Hein, c'est évidemment pas c'est des consensus d'experts, mais en tout cas, les indications d'alerte, d'activation de la CUMP sont claires. Alors après, vous me direz, il y a toujours une marge de manœuvre et d'appréciation. Hein. Mais en tout cas, on ne peut plus dire, je me demande s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller. Normalement, avec des éléments d'appréciation, on a tous les guidelines qui nous donnent l'indication. Donc, on suppose que pour ce volontaire qui est appelé, l'indication est posée, que l'équipe est constituée puisqu'il a été appelé. Alors, cette équipe, elle est composée évidemment de personnel permanent ou volontaire, alors qui sont forcément psychiatres, psychologues ou infirmiers. Ça, c'est les textes. Hein. Donc voilà, on a cette catégorie-là de personnel. Si c'est un volontaire, ça présuppose qu'il est formé, que l'équipe est dimensionnée. Alors le mini, c'est 2, le maxi, moi, que j'ai eu à envoyer, quand j'ai envoyé une équipe en une fois, c'était 10. Hein, c'était à Nice, on est parti à Nice. Voilà, mais voilà en gros, hein, en général, on remplit une voiture sur un événement en immédiat. Elle comporte en général au moins un psychiatre. Quand on peut, on a toujours un médecin parce qu'il va y avoir effectivement des éléments, peut-être des prescriptions, en tout cas des certificats, etc., qui peuvent être importants sur le terrain. Et puis en général, toujours un membre permanent, c'est-à-dire les volontaires n'interviennent pas seuls, ils interviennent avec la CUMP locale, à part si cette CUMP est vraiment exclusivement constituée de volontaires, et là c'est possible aussi. Alors c'est important parce qu'il y a une étude qu'on avait publiée, modeste, hein, dans le British Journal, Open Journal, qui montre bien qu'en fait les psychiatres ne sont pas les mieux à même pour diriger l'intervention, et qu'il vaut mieux un personnel formé, un psychologue bien formé, un infirmier bien formé, expérimenté, même si le médecin est là, il n'a pas forcément à avoir le leadership, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément lui qui doit coordonner. Hein, c'est intéressant parce que sur Irma, on était parti évidemment en Outre-mer et on avait constitué des équipes avec à chaque fois à la tête un psychiatre. Et il y avait notamment des jeunes psychiatres qui ont très très mal vécu l'intervention du fait qu'ils n'étaient pas suffisamment formés. Donc voilà, ça c'est des préalables. Et eh bien, de deux choses l'une, ce volontaire est appelé, donc est-ce qu'il est appelé dans l'immédiat? Alors ça fait rire les urgentistes parce que pour nous l'immédiat c'est les 24 premières heures. Hein, quand on dit on intervient en immédiat, les urgentistes rient parce qu'on intervient 4 heures après. Vous pensez bien qu'on n'a pas la même temporalité que les urgentistes. Ou alors en post-immédiat, c'est-à-dire l'intervention est différée de quelques jours et ça jusqu'à 1 mois. Il est important de comprendre qu'une intervention immédiate déclenchée dans les 24 premières heures qui va durer s'appelle toujours immédiate. Hein, différée, c'est vraiment quand on décide de la différer de quelques jours. Voilà, ces préalables que le volontaire, normalement, a acquis, vont amener à ce schéma-là. Hein, si je reprends vraiment, moi je suis restée, Olivier, complètement collée au titre, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc, événement, on suppose que l'intervention a été décidée, elle est claire, et là, 2 cas vont se poser. Est-ce que ce volontaire va intervenir en intervention immédiate, dans les 24 premières heures de l'événement? Est-ce qu'il va intervenir en différé? Et là, je vous ai mis
vraiment les spécificités de la cellule d'urgence médico-psychologique. Parce qu'évidemment, on peut intervenir autrement. Hein. On peut, par exemple, Vaux-en-Velin, il a été très dur dans ses populations exclusivement d'origine, des fois précaire, des fois pas du tout en situation irrégulière, etc. Il a été nécessaire d'aller sur le terrain à un moment donné parce que les gens ne venaient pas se faire prendre en charge. Donc vous voyez que les modalités peuvent être variables et elles ne sont pas exclusives. N'empêche qu'en termes de spécificité, je crois que ce qui nous caractérise, il y a deux choses, c'est ce que je dis aux internes ou aux externes quand je les forme sur la CUMP, c'est aller sur le terrain, ça c'est une vraie spécificité des CUMP. Et la deuxième chose, c'est cette question des prises en charge groupales, le débriefing. Ça, c'est vraiment, ou le groupe de parole suivant, si on n'y est pas dans les indications. Ce sont vraiment deux spécificités de l'urgence médico-psychologique. Alors, voilà comment le volontaire va pouvoir se situer. Alors, une fois que, imaginons, il est en intervention immédiate, une question va se poser immédiatement. Est-ce qu'il va être le coordonnateur de l'intervention ? Ou est-ce qu'il ne va pas être le coordonnateur de l'intervention? Voilà, hein, donc là, en post-immédiat, je vais prendre évidemment l'intervention la plus typique, ça nous permet de discuter de toute la controverse rapidement, hein, parce qu'il faudrait bien plus de temps pour discuter de ça. Le débriefing, par exemple, une intervention groupale, ou le groupe de parole, mais je vais prendre le débriefing comme exemple. Est-ce qu'il va être débriefeur? C'est lui qui va mener le groupe? Ou est-ce qu'il va être co-débriefeur? Voilà, hein. Donc c'est le cadre d'intervention où on pourra mettre ce volontaire. Alors je vais vous décliner ces interventions. Alors l'intervention immédiate, dans les premières 24 heures, en situation sanitaire exceptionnelle ou pas, avec ou sans le SAMU. Hein. Ça dépend, hein. Des fois il y a des événements où l'accident de chantier, la personne est décédée, le SAMU n'est pas là. Hein. Donc on intervient en immédiat, mais le SAMU n'est pas là. Alors, il faut quand même, excusez-moi ce topo dont vous n'avez rien à faire en fait, mais qui est un préalable pour le volontaire et qui m'a toujours surpris quand, en tant que psychiatre, je suis rentrée en CUMP avec les SAMU, c'est ces schémas, vous voyez, où c'est tout en acronyme, abréviation. Alors, je vous le fais vite, hein, poste médical avancé, centre d'accueil des familles, centre d'accueil des impliqués, le poste d'urgence médico-psychologique, PUMP, etc. Et sur UA, urgence absolue, UR, urgence relative, et puis ce concept depuis les attentats de Paris d'extrême urgence. Je m'explique, c'est les gens qu'on laisse mourir volontairement sur le terrain parce que ça empêche d'en sauver d'autres. C'est dur, hein, la médecine de catastrophe. Donc, voilà. Mais si vous ne maîtrisez pas ces abréviations, vous ne pouvez pas, vous avez l'air de glandu sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on vous dit, va au PMA. Et puis, alors moi, ma surprise en tant que psychiatre, c'est cette matérialisation. C'est-à-dire, je me souviens de ma première catastrophe, c'était l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, Haute-Savoie. Et à un moment, je vois dans un lieu où étaient regroupés, alors les victimes étaient toutes mortes, hein, mais il y avait des blessés pompiers, pour le coup, hein, qui étaient rentrés dans le tunnel, qui étaient intoxiqués, voire gravement blessés hein, au départ. Ils avaient affronté le feu, et moi, je vois une pancarte écrite UR. Alors là, ça m'a scotché. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur le schéma, c'est écrit sur le terrain. Vous voyez, on voit vraiment une pancarte UR, une pancarte PMA. Donc, enfin voilà, hein, moi longtemps j'ai cru, pas longtemps parce que la première catastrophe, elle s'est engagée assez vite pour moi, mais je ne m'imaginais pas qu'on allait retrouver ces abréviations sur le terrain. Qu'est-ce qui fait que le volontaire connaît ces abréviations, qui sait se repérer? Si on lui dit par exemple allez au PMA, allez au CAF, ils sont au CAF, c'est qu'il est formé, et notamment formé pendant les exercices, hein, pas seulement sur des diapos, parce que du coup ça lui donne aussi l'idée de voir hein, comment tout ça s'organise, et vous avez compris que notre zone d'intervention va être surtout le poste d'urgence médico-psychologique, là où on va regrouper les impliqués, et le centre d'accueil des familles. Hein, d'accord, voilà. Bon, je fais vite, hein, c'est pas l'objet, mais pour vous dire qu'il y a des choses qui surprennent un peu quand on n'est pas aguerri à ces prises en charge-là.
Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on va y faire en CUP. Alors là, je vais, sans faire une psychopathologie très fouillée, sans partir sur l'encodage de la mémoire et ce qui crée le traumatisme, je ne suis pas sûre qu'on en ait besoin en intervention de CUP, on a besoin d'une psychopathologie minimale. Et j'adore cette journée, mais je me dis des fois, on est un peu, voilà, j'aurais aimé entendre un peu plus de psychopathologie. Alors, je suis peut-être trop de la vieille école, hein, mais en tout cas, en CUMP, il n'est pas possible d'aller voir les gens si vous pensez que c'est l'amygdale qui s'éclaire, que ça va activer l'hippocampe et que du coup, c'est ça qui fait que la mémoire s'encode de manière défaillante. Vous voyez, vous n'allez pas aller loin avec ça auprès des gens. D'accord? Donc, il faut comprendre les choses avec la psychopathologie. Et c'est quoi qui se passe? Eh bien, moi, j'alerte hein, mes volontaires, quand je les forme, ils sont aguerris sur ces 3 mouvements qui sont essentiels dans le trauma. Le premier, alors vécu de mort, il n'est plus là, Raphaël Gaillard, hein, c'est dommage, j'aurais aimé discuter avec lui, c'est pas tellement la mort qui préoccupe les gens. Certes, quand quelqu'un a eu le revolver sur la tempe et vous lui dites... vous avez eu peur de mourir, il est rare qu'ils vous disent non. Mais quand vous êtes psychiatre, vous sentez bien que ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Quelqu'un qui a le revolver sur la tempe, bon sang, certes, il y a l'idée de la mort, mais bon sang, imaginez-vous. Alors des fois, là j'ai quand même pas voulu faire trop de cinéma, j'y vais j'en menace un avec une arme fictive. Bon, je ne le fais pas là, mais pour que vous mettiez dans l'idée de ce que ça peut faire. Et ce que ça peut faire, c'est pas je vais mourir, c'est bon sang, moi, là, qui me projette, parce que je sais comment on fonctionne, hein, moi d'être très déprimé, ce qu'on n'est pas, on fonctionne quand même toujours, même sans y penser, avec une certaine anticipation de ce qu'on va faire après. Moi, je suis là en train de vous parler, concentrée bien évidemment, mais j'ai dans l'idée d'aller à Caen avec Thierry, de prendre mon avion, j'espère que je ne vais pas le rater. Vous voyez, là, tout ça, c'est moi. Eh bien là, si on me menace avec un revolver, ça s'arrête là. C'est fini. Je ne maîtrise pas mon propre destin. Et ce n'est pas l'idée de ne pas le maîtriser, c'est de le vivre. Là, ça s'arrête. Vous voyez? Et c'est n'importe quoi, à n'importe quel moment, parce que le type qui me menace, il tire pas. Vous voyez? J'ai appelé ça l'arbitraire. Et s'il y a quelque chose que les humains ne supportent pas, c'est n'importe quoi, à n'importe quel moment. Il faut un sens, hein. Alors, je me lance pas dans le débat théologique du fait qu'on pense, depuis qu'on sait qu'on est mortel, qu'est-ce que ça induit, et il faut un support, mais regardez ce qu'on dit. C'était son destin, c'était écrit. C'était écrit où? Vous voyez, on ne supporte pas cette idée de l'arbitraire. Je voudrais vous faire sentir ce malaise de l'arbitraire parce que c'est vraiment ce qu'on vit sur le terrain avec les victimes. Il suffit d'un moment pour que ça ne se soit pas passé. Ils n'auraient peut-être pas perdu leur fille si ceux de la Germanwings, au moment où le pilote s'est levé pour aller aux toilettes, c'est le copilote qui a pris les commandes. Mais il se trouve qu'il avait programmé ça dans le vol d'avant. Donc vous voyez à quoi tient la vie de leur fille, à une vessie vide ou pleine. Alors là, il faudrait que je rejoigne le collègue néphrologue, hein, parce qu'on est en plein dedans. Mais vous voyez l'arbitraire, c'est insupportable. On peut le tolérer comme ça à froid, hein, mais quand vous êtes soumis à ça, c'est juste insupportable. Alors vous allez comprendre immédiatement le deuxième mouvement qui se met en place immédiatement. C'est la culpabilité. Et c'est loin de rejoindre les 100% dont tu parlais, de la culpabilité du survivant. Parce que très souvent, d'abord, il n'y a pas de mort, il ne s'agit pas de celle-là. C'est le premier mouvement qu'a l'autre pour se reprendre la maîtrise. Hein, se dire que c'est de sa faute, c'est douloureux, mais c'est un peu moins douloureux que n'importe quoi, à n'importe quel moment, qui renvoie à l'arbitraire et au chaos. C'est pour ça que ça a une incidence thérapeutique immédiate. Je dis à ceux que je forme, ne déculpabilisez pas, ne démontrez pas par A plus B pourquoi les gens n'y sont pour rien, parce que c'est justement d'y être pour rien qui les fait souffrir. D'accord? Alors, il ne faut pas les culpabiliser non plus, hein, mais en tout cas, entendre cette culpabilité comme un premier levier de la maîtrise.
D'accord? Se dire que c'est de sa faute, non seulement on se réhumanise plutôt que d'être chosifié par l'événement où on n'a plus de maîtrise, non seulement il y a ça, mais aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que, regardez comme c'est astucieux la culpabilité. Si j'ai été menacée par le revolver parce que je l'ai regardé de travers, demain, si je le regarde correctement, il ne me menacera plus. Vous voyez la prise sur l'événement qu'on se crée alors qu'on n'y est pour rien. D'accord? Ce mouvement-là était extrêmement important. Et comme il y a la culpabilité, où là je sens que je vais me laisser embarquer, et là, comme il y a la culpabilité, il y a immédiatement ce troisième mouvement qui est absolument essentiel en matière traumatique, c'est l'altération du sentiment d'appartenance, parce que j'ai vécu la chosification par l'aléa de ce qui m'est arrivé, parce que je culpabilise, il y a la notion de faute qui est terrible aussi, hein, eh bien je vais me sentir très différente du reste des autres. L'infirmière agressée dans un service, elle ne se sent plus appartenir à ses collègues. Le policier agressé en service, il n'est plus policier. La femme violée, elle n'est plus femme. Ça casse l'appartenance. Alors maintenant, dès qu'on a compris ça, c'est très simple. Au fait, c'est très simple de traumatiser quelqu'un. Il suffit de savoir comment ça marche. Hein. Alors moi, je vous dis qu'une chose, tout ce qui va renforcer la maîtrise va être apaisant, tout ce qui va souligner l'arbitraire va être aggravant, tout ce qui va renforcer les appartenances va être apaisant, et tout ce qui va isoler le sujet va être aggravant. C'est très facile de traumatiser des gens quand on sait comment on détraumatise. Regardez, il y a un exemple magnifique de traumatisme psychique. On n'a jamais fait mieux. D'ailleurs, on leur doit le syndrome en psychiatrie. Le Vietnam. Le Vietnam, c'est quoi? Des jeunes. Ils ne sont pas plus fragiles parce qu'ils sont jeunes. Ça veut dire quoi, jeunes? Pas formés, pas de maîtrise, peu de maîtrise. Appelés du contingent, pas d'idéologie militaire. Des quatre coins des États-Unis, pas d'appartenance, il n'y a pas beaucoup de liens entre eux. Hiérarchie, l'appartenance, c'est qui la donne? C'est la hiérarchie. Qui dans un clan dit tu appartiens au clan? Le chef. La hiérarchie militaire, foireuse. Les chefs de guerre suivent le pouvoir central, ils ne voient plus trop de sens à cette guerre. Ils vont au Vietnam, ils vivent des trucs horribles, et quand ils rentrent aux États-Unis, des grandes pancartes avec « baby killers », tueurs d'enfants. Écoutez bien cette statistique que vous connaissez, 2 fois plus de morts par suicide au retour du Vietnam que de tués à la guerre. Alors après, j'ai regardé les études des collègues américains, parce qu'ils les font toutes, sur les combattants en Irak, en Afghanistan. 80% de traumatisés au Vietnam et 15% en Irak. Alors on ne réduit pas le trauma à 0, on n'y arrivera pas. 15% en Irak, en Afghanistan, ça vous donne la marge de ce qu'on peut faire en termes de prévention avec ce schéma. Alors, on va voir qu'est-ce qui est important de faire sur le terrain dans ces interventions immédiates, réduire l'impact émotionnel, baisser la charge anxieuse, réhumaniser très vite l'événement pour que les gens se réapproprient la maîtrise, pour qu'ils se ressentent humains à nouveau alors que l'événement les a déshumanisés. Alors, du coup, on va voir que les standards de l'intervention répondent à ces objectifs. Alors, imaginons que le volontaire coordonne, il est particulièrement formé, c'est lui qui coordonne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va avoir d'abord une action indirecte qui vise à réhumaniser la scène des secours. Pourquoi? Parce que dans les secours, qu'est-ce qui prime? C'est l'urgence vitale. On ne parle pas aux gens, on sépare les familles, on fait n'importe quoi, et les gens sont tellement parfois dans le chaos de ce qui leur est arrivé que plus on les laisse dans cette détresse qu'on appelle la détresse péritraumatique longtemps, plus le risque traumatique est important. Alors ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour restaurer la maîtrise, réhumaniser l'événement? Une organisation cohérente, réhumanisante, avec qui fait quoi, les rôles et les places de chacun. La présentation, il n'y a rien de pire que de se coller à une victime qui vous contamine par sa charge et qui, du coup, vous vous êtes regardé dans la glace quand vous êtes stressé? Non, personne ne fait ça, évidemment. Mais on fait peur. La peur est contagieuse. Donc, quand vous-même, vous n'êtes pas à l'aise sur les critères d'intervention, vous chargez les gens
au lieu de les apaiser. Hein. Donc il est important d'avoir un cadre psychique, de se présenter, de dire pourquoi on est là, de dire à la demande de qui on est là, de façon à ce que les gens récupèrent une maîtrise hein, et puissent comprendre le cours des choses et se réapproprier cette expérience, certes très douloureuse, mais qui ne fera pas arrêt sur image. En tout cas, c'est ce qui est visé. Alors, il y a l'organisation, je ne vais pas vous lire la diapo, hein, voilà, hein, il y a des tas de stratégies. La gestion de crise, c'est vraiment super important, ces soins indirects. Ça va être conseiller les décideurs dans leur rôle d'appartenant, justement. Moi, je me souviens de ma première catastrophe. Il y a un pompier hiérarchique qui vient hyper fatigué et qui me dit dites à mes hommes dont certains ont été blessés, j'aimerais bien que vous veniez leur parler. Et là, j'ai eu cette intuition, hein, parce que ce n'était pas encore aussi clair que ça dans ma tête. Je lui dis, mais écoutez, vos hommes, c'est vous qu'ils ont envie d'entendre. C'est pas un psychiatre. Et ah ouais, mais qu'est-ce que je dis? Et là, on a, vous leur dites que vous êtes avec eux, que vous les soutenez, qu'ils vont s'en sortir, que vous allez vous serrer les coudes. Ah bon, il faut que je dise ça? Eh oui, mais dans la détresse, hein, dans tout ce qui arrive, ces mots-là, on n'arrive plus à les mettre. Donc on a tout un rôle de conseil, pas de faire à la place d'eux, mais de conseiller, toujours dans le sens de la réhumanisation. Donc aider les autorités à garder leur rôle et la logique interne qu'elles sont. Hein, la secrétaire reste la secrétaire, même si elle en fait plus. Elle ne va pas tout d'un coup devenir le médecin. Ce qui est important à comprendre, c'est que dans une catastrophe, tout se désorganise et qu'il est important de pouvoir garantir ces repères qui vont permettre aux gens de ne pas cristalliser cet effet traumatique. Comprenez bien que les gens se traumatisent autant par ce qui leur est arrivé que par comment ce qui leur est arrivé est géré. Hein, parce que, lors des catastrophes à ZF, une femme ensanglantée qui me dit oh, alors elle me parle de l'explosion, hein, puis elle me dit oh, puis les secours, ils passaient devant moi, ils me regardaient même pas. On m'a laissée toute seule comme un chien. Et on sent bien que là, c'est fait la cristallisation traumatique, hein, dans cette déshumanisation secondaire où la scène des secours est plus du tout réhumanisante, ne donne pas d'espace de pensée, n'est pas empathique, ne vous prend pas en compte. Voilà, on pourrait longtemps parler, hein, parce qu'il faut voir les bourdes qui sont faites sur le terrain. Hein. Je vous donnerai des exemples, ça serait presque comique, hein, sur lesquels on rectifie le tir pour qu'à ce moment-là, il y ait quand même une cohérence psychologique et ce ne soit pas trop chaotique. L'intervention immédiate, je ne coordonne pas. Alors je vais avoir à ce moment-là un rôle clinique, un rôle plus clinique, et en gros, vous faites un tri des personnes que vous allez voir sur le terrain. Et là, il n'y a pas une clinique infinie, hein, il n'y a pas un empilement de symptômes DSM, parce qu'il y a une des grandes catégories qui, effectivement, vont donner une expression très variable au plan symptomatique, mais dont il est important de reconnaître l'origine. C'est le stress adapté, c'est-à-dire est-ce que les gens gardent un contact ou est-ce que les gens ont un trouble du contact? Ça, c'est important à comprendre. Alors, la variabilité de l'expression, elle est très importante, hein, mais en tout cas, c'est ça qui les détermine. Alors, on va appeler stress adapté les gens avec qui vous pouvez discuter, même s'ils sont fous de douleur, même s'ils vomissent, même s'ils se jettent par terre, même s'ils hurlent. Mais en tout cas, le contact relationnel est préservé face à une deuxième catégorie très importante, plus l'événement est grave, qui est le stress dépassé, où là, vous avez une stupeur, une hébétude qui caractérise la psyché. Alors, je vais vous dire, moi qui suis très, très souvent sur le terrain, s'il y avait un traumatisé par ici, je le verrais. Pourquoi? Parce que l'habitude fait qu'ils ont un faciès très, très particulier. C'est dissocié, hein, c'est stress dépassé. Ils ont chirurgie esthétique, vous voyez, il n'y a plus de plis faciaux. Il y a une fixité du regard, une pâleur. Même les noirs sont pâles. Hein, vous avez une expression très particulière
qui traduit cette dissociation péritraumatique, difficile à repérer hein, quand on n'a pas l'habitude, mais en tout cas, le trouble du contact, lui, il est facile à repérer, avec les troubles du comportement qui sont décrits, hein, mais je ne vais pas insister là-dessus, la sidération, l'agitation, la fuite panique, les actes automatiques, enfin bref, des gens qui ne sont pas en état de raconter l'événement, qui ne sont pas en état d'être pris en charge sous la forme de relater, même émotionnellement, le récit de l'événement. Ils n'en sont pas là. Il y a un trouble du contact. Alors autant vous dire que dans les études, c'est ceux-là qui vont avoir des troubles traumatiques. Moi, je vais plus loin que ça, mais ça m'engage. Je vous dis que c'est la constitution traumatique. Hein, alors, c'est vrai que souvent on regarde les études. On voit, il était en stress adapté, puis il a des troubles séquelaires traumatiques. On dit, tu vois, celui-là, il ne s'est pas dissocié, mais il a quand même des troubles traumatiques. Et oui, mais comment repérer un instant de sidération? Vous n'y êtes pas à ce moment-là. Hein, vous n'y êtes pas. Alors, il y a une manière rétrospective de savoir si les gens se sont dissociés dans leur discours. Alors, c'est quoi? C'est les amnésies. Hein, je ne me rappelle plus, alors que de toute évidence, ils n'ont jamais tapé la tête. Il n'y a pas de... combien de TCPC caractérisés sont en fait des amnésies dissociatives liées à l'événement? C'est fou qu'on fasse cette erreur actuellement. L'impression d'être dans un film, l'impression d'être un robot, l'impression d'assister à une scène, un vécu de ralenti, ou alors ça c'était édifiant à Nice, la quantité de victimes qui m'ont décrit une scène silencieuse. De toute évidence, elle ne peut pas l'être. Hein. Donc vous voyez bien, elle n'a pas pu l'être, vous voyez bien que ces distorsions cognitives qui traduisent la dissociation au moment de l'événement il faut la repérer parce qu'on sait qu'à travers ce récit, même si le sujet est adapté quand il vous parle, ça traduit la gravité. Et puis enfin, la troisième catégorie, elle est simple, ce sont toutes les décompensations liées à un état antérieur, je suppose. J'aime pas ce terme parce que en tant que légiste, ça fait un peu expertise, mais en tout cas, c'est des gens qui vont décompenser des pathologies. Qu'est-ce que ça donne, le schizophrène, dans un événement? Soit ça lui fait rien, parce que cette réalité-là, soit ça va le faire décompenser en fonction de ces lignes de décompensation. Et j'ai un exemple immédiat, première catastrophe, à peu près à la distance du collègue. Là, on me dit de voir un jeune sapeur-pompier suisse qui dit des trucs étranges. Je m'approche de lui, il me regarde d'un air méfiant, il commence à m'expliquer que l'incendie a été allumé exprès, que c'est pour tester les secours, que c'est un complot, et à la fin, moi aussi, je fais partie du complot. Vous voyez, une explosion d'un délire paranoïaque chez un sujet que je ne connaissais pas, mais dont on peut supposer qu'il a décompensé quelque chose d'au moins préexistant dans sa personnalité. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer au niveau clinique ? Qu'est-ce qui est toxique? Alors là, je reviens un peu au niveau neurobiologique, hein, c'est la charge émotionnelle. La charge émotionnelle est toxique, elle permet un mauvais encodage de la mémoire, donc il est très important pour les victimes qui sont en stress adapté, c'est-à-dire qui n'ont pas de trouble du contact, de pouvoir entraîner une baisse de la charge, hein, le désamorçage. Alors, il ne s'agit pas de la catharsis, hein, pas le terme qu'on employait avant, hein, qui renvoyait à des anciennes définitions. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le sujet très mal, très chargé, vive avec l'intervenant CUMP une sensation d'apaisement, même si elle est parcellaire. C'est-à-dire que l'intervenant soit capable de contenir cet excès d'émotion, alors qu'il va être lui-même contaminé, d'arriver à détoxifier, mais c'est réel, hein, c'est pas qu'un terme, détoxifier le discours par la reformulation souvent. Là, je me suis dit que, là vous avez pensé que vous alliez mourir. Eh bien, la manière de le dire, je le lui renvoie acceptable, et ça, c'est appropriable, c'est élaborable, et il va pouvoir traverser cette expérience. Alors qu'on a l'impression que ces charges émotionnelles restent bloquées dans le psychisme, sans maîtrise, sans reconnaissance pour le sujet, et que c'est ça qui fait trauma par la suite. Donc, contenir, détoxifier, rendre acceptable. On peut faire une anxiolyse chimique, parce que pour baisser la charge, on peut aussi donner des anxiolytiques. Alors là, il ne faut pas se louper, parce que si vous sédatez, vous aggravez, et si vous êtes amnésiant,
Si vous, si vous, voilà, hein, il faut juste une anxiolyse légère de façon à ce que c'est pas simple à manier, puis il n'y a pas de consensus en immédiat hein, sur ce qu'il faut donner. Je cite le MDR d'urgence, peu importe ce qu'on fait dans l'immédiat, hein, moi je fais jamais ça, mais pour vous dire que tout ce qui va rendre l'intervenant contenant, eh bien, et moi j'ai vu des EMDR en urgence, qu'est-ce qui était, à quoi ça servait? Ça servait à rendre l'intervenant contenant, alors que sans cet outil-là, il n'arrivait pas à l'être. Il n'arrivait pas à supporter la charge. Donc voilà l'étude qu'on a faite, on a publié dans l'encéphale. Moi, je visais surtout, on aurait pu mieux la publier, hein, parce qu'elle est quand même édifiante, cette étude. Mais bon, je voulais surtout un public français. Et voilà, c'est 129 personnes. On a évalué ce fameux diffusing. On sait que la charge est toxique. 129 personnes du Bataclan qui ont été interrogées, que mon équipe a vu, les 10 personnes de Lyon a vu à la mairie du 11e 24 heures après, donc dans les 24 heures. Hein. Voilà la moyenne d'âge jeune. Hein. C'était des gens du Bataclan, des gens sur les terrasses, etc. Et on leur a fait passer des geselles, je vous passe, mais moi, il y a 2 questions qui m'intéressaient qu'on leur a posées. 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez été satisfait de l'entretien que vous avez eu avec le personnel CUMP, c'était pas dit comme ça, mais avec le personnel que vous avez vu à la mairie du 11e? Et vous voyez, à 97%, à 94%, non, 90 et 80% d'apaisement, 94%, excusez-moi, les gens ont dit qu'ils étaient satisfaits. Mais c'est trop facile, hein. Il suffit que vous ayez un interlocuteur bienveillant au bout du fil, les gens sont toujours satisfaits, hein, ils n'osent pas dire non. Mais immédiatement après, on leur posait une deuxième question, au téléphone un mois après, hein, c'est est-ce que cet entretien vous a apaisé? Je ne sais pas si vous voyez les victimes à qui on s'adresse. C'est des gens qui ont perdu des proches, qui ont été dans la fosse qui ont arrêté de respirer pour faire croire qu'ils étaient morts, avec les morts par-dessus. Et ces gens, quand vous les interrogez un mois après, en leur demandant si l'entretien avec le personnel de la CUMP les a apaisés, ils vous disent à 87% oui. Et ça, j'ai trouvé que c'était un résultat extrêmement intéressant. En plus, vous avez 92% de ces gens qui ont eu un recours aux soins. Hein, donc là, c'est quand même un résultat très intéressant à reproduire, hein, parce que, effectivement, mais ça vous montre que même en situation extrême, il est quand même important. Ce lien de réhumanisation a un effet qui est quand même très intéressant. Donc voilà, je vais faire très vite sur l'intervention post-immédiate. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire que, bien évidemment, les stress dépassés n'étaient pas accessibles au diffusing. Il faut attendre que le sujet ait un contact relationnel qui soit possible pour, évidemment, le pouvoir se confronter à l'événement par le récit. Et pour les stress dépassés, les soins sont de type nursing, hein, attendre, les apaiser, des couvertures de survie et attendre qu'ils soient en capacité de pouvoir évoquer l'événement. Hein, sinon, ça fait intrusion et c'est encore plus délétère. Et je vais immédiatement conclure. Pour le volontaire mince, je suis appelée par la CUM, je dirais qu'il peut répondre « Je suis sortie de mon cadre habituel, j'ai vu une clinique certes confrontante mais très riche, j'ai une pratique originale avec le sentiment d'être utile, j'ai appris beaucoup au plan relationnel avec mes collègues, les partenaires, les autorités. Je suis content d'être partie avec la CUMP. » Voilà, je vous remercie. Je vous renvoie sur nos standards. Hein. Je relis les fondamentaux et m'engage dans l'association nationale. Voilà, il y a notre livre blanc qui va sortir, là, il était temps, hein, et qui reprend un petit peu tous ces fondamentaux, et notamment l'intervention post-immédiate, que je n'ai pas eu le temps de vous détailler. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, merci pour cette excellente présentation. Peut-être qu'on va voir dans la salle déjà s'il y a des questions. En tout cas, ça ne peut pas être plus complet que ce que vous avez fait, mais ça suscite aussi beaucoup de curiosité. Peut-être qu'il y a des curieux dans la salle. Tu as parlé beaucoup des interventions de la CUMP sur le mode catastrophe. Oui.
Tu as évoqué à un moment, il y a eu un accident, un accident du travail, etc. Est-ce que tu peux parler aussi de ces situations qui sont peut-être moins comment dire, spectaculaires, mais dans lesquelles il y a quelque chose de nécessaire? C'est exactement la même problématique. C'est-à-dire que voir son collègue passer corps entier dans la machine alors que tu es dans un environnement de travail serein, dans une sorte de continuum, cette rupture-là, elle va induire exactement la même désorganisation que dans une catastrophe. Hein. Et c'est le même travail, c'est-à-dire qu'aider le responsable de cet atelier ou le chef d'entreprise par rapport à comment il manage les personnes, l'aider à gérer la crise, donner des messages simples pour les jours à venir, mettre les gens en position d'avoir une humanisation immédiate par des boissons, un accueil empathique, hein, les fonctions primaires, hein, les installer confortablement, leur permettre d'avoir accès à des téléphones pour qu'ils puissent prévenir leurs proches, voire leur donner cet accès, voire recevoir les proches pour aider à des annonces difficiles. Voilà, c'est tout un travail qui revient au même que celui de la catastrophe et qui est parfois plus confrontant parce qu'on a moins de moyens. Je vais juste me permettre un témoignage parce que ça rentre vraiment, en tout cas, ça rentre en résonance avec un patient que j'ai vu il y a 15 jours aux urgences. Parce que par rapport à l'histoire du stress dépassé et ensuite ce qu'on peut faire, alors je dirais que à travers ce que vous avez présenté, je me dis, mais tiens, tu peux pas trop faire de bêtises, entre guillemets, mais c'est un monsieur qui est 50 ans, ancien militaire, il a été 2-3 ans dans des commandos, et avec sur cette période-là plusieurs situations, dont une où ils étaient un bataillon, dont une équipe, un commando de 9, sur les 9, 3 sont morts sur le moment, tous les autres ont été blessés plus ou moins gravement, et par ailleurs ils avaient aussi eux-mêmes commis des atrocités, hein, et ce monsieur, en plus 50 ans après, se retrouve dans une situation, moi je le vois aux urgences à 24 heures, suite à une situation de, je vais juste dire ça au départ, un pétage de plomb à la maison, où au final sa femme est appelée par les enfants qui se sont enfermés parce que leur père a totalement pété les plombs à la maison, c'est comme ça qu'il décrit la scène au départ. Et ce qui s'était passé, quelque chose d'assez on va dire incroyable, il a un coup de téléphone, il était un petit peu alcoolisé, mais ne pouvant pas expliquer la situation. Par contre, on voit peut-être pourquoi il s'est alcoolisé depuis un certain temps, etc. Il a l'appel de la mère du dernier camarade de son commando, qui était mort, lui m'a dit 2 ans, en réalité c'était il y a 6 ans. Il a pu le dire après, dans le premier temps il m'a dit 2 ans, mais en réalité c'était il y a plus longtemps, donc pour lui ça lui paraissait plus récent d'époque. Il était mort 6 ans auparavant. Les conditions, peut-être un peu. Bon, la question du suicide pouvait se poser, mais en tout cas, on ne l'a pas abordé. Mais surtout, cette mère venait vers lui parce que l'armée ne lui avait pas apporté de réponse sur ce qui s'était passé quand ils étaient au combat et qu'elle restait dans l'idée qu'il s'était passé quelque chose pour son fils. Et donc, lui, il se retrouve nez à nez au téléphone avec cette mère dont il n'attendait pas du tout l'appel. Et à ce moment-là, il lui raconte dans un détail, à mon avis, plus ou moins nuancé, ce qui s'est passé. Suite à ça, après, donc ce qui se passe dans en gros, quasiment 24 heures, hein, 12 heures suivantes, il en a un souvenir, mais quasiment, je dirais, nul. C'est les enfants et sa femme qui l'ont raconté. Là, le fils revient de l'école, le retrouve endormi sur l'ordinateur. Il n'est pas allé chercher sa fille aînée qui était au train, donc le fils aîné appelle la fille aînée pour qu'elle rentre toute seule. Là, il commence à devenir agressif, à tenir des propos plus ou moins incohérents. Les enfants s'enferment dans la chambre, ils appellent leur mère qui revient rapidement. Elle était peu informée de cette histoire, hein, de ce qu'il avait pu vivre. Hein. Il avait enfilé un gilet pare-balles. Gilet pare-balles qui était en réalité le gilet pare-balles qu'il avait gardé de l'armée à l'époque.
Et là, il commence à avoir un discours, parce que les termes que vous expliquiez, c'est parler comme un militaire, répondre comme un militaire, chercher de tous les côtés dans la pièce, il se met... Elle essaie un peu de le calmer, il est incalmable, il quitte la maison en courant dans le bois en face, en hurlant, en revenant. Quelque chose de catastrophique. Et au point où donc, elle appelle d'abord de SAMU, etc., qui vient. Elle appelle aussi les forces de l'ordre, mais donc ça se termine. Heureusement, la seule chose qu'il a arrêté, c'est qu'il a quand même fini par agresser au couteau sa femme et les ambulanciers qui s'étaient enfermés dans l'ambulance. Et la seule chose qui a pu le freiner, c'est l'intervention des gendarmes qui se sont présentés avec leur matricule, etc., qui ont permis un moment de communication et l'ont saisi, je crois qu'il l'a tasé, etc. Et donc ça me fait vraiment penser à cet état de stress post-traumatique, dans ce stress dépassé. Je me dis, mais ça peut arriver même des années après. Alors, ça évoque plus une résurgence traumatique qu'on pourrait voir plus dans un suivi un peu plus habituel, type prise en charge d'une histoire traumatique. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir exactement ce qui s'est passé au moment des faits, comment il l'a... C'est là qu'on peut repérer qu'est-ce qu'il... Parce que les gens, même très longtemps après, ils vous décrivent ces états dissociatifs. Et c'est très fréquent qu'à l'occasion, par exemple, d'un coup de fil, il se redissocie, voire il produit des troubles du comportement qui n'ont peut-être pas directement un lien traumatique pur, mais en tout cas un lien avec sa personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de les interroger. Et c'est à cette occasion-là qu'ils arrivent parfois à parler de ça alors qu'ils ne l'avaient jamais fait. Et on voit toujours, et c'est souvent magnifique, ces états dissociatifs qui ont des formes absolument multiples et que les gens vous décrivent de manière spontanée et vous comprenez que l'événement n'a pas été élaboré et vous comprenez l'intensité de la dissociation à ce moment-là. Ça fait vraiment penser à ça. Ça serait intéressant de l'interroger sur quelle est cette histoire de combattant, quoi. Et souvent, il n'y a pas tant d'événements que ça, contrairement à ce qu'on pense. C'est moins un parasitage d'événements qu'un événement à un moment donné qui a surpris, qui a fait effraction. Et on a l'impression qu'à partir de là, eh bien, les choses se cristallisent autour, quoi. C'est vraiment comme ça que je le vis maintenant. Je pense qu'il y a une question. Bonjour. Vu que vous avez terminé en disant qu'il y avait un volontaire qui avait apprécié son expérience, et j'ai pas très bien compris, en fait, et vous avez bien présenté, je me suis demandé comment est-ce qu'on fait pour travailler dans le CUMP. Ah, d'accord. C'est bien parce que je vais recruter, du coup. Eh bien, il suffit de s'adresser au référent. Alors, à Alençon, je ne sais pas s'il y a une CUMP active. En tout cas, Thierry, qui est régional, vous donnera toutes les indications. Thierry, je suis désolée, je renvoie vers toi. S'ils veulent venir à Lyon, je prends. Voilà, il suffit d'être volontaire. Voilà. Après, il y a une formation de terrain, beaucoup d'exercices. Vous avez vu, parce que c'est un langage qu'il faut un peu s'approprier. Mais je vous invite à y participer. C'est une clinique très riche et c'est une autre manière de voir la psychiatrie chez des gens souvent indemnes de pathologie au départ. Donc voilà, merci. Merci.